plaisir d'être avec vous. J'espère que vous avez bien veillé après la pause. Donc, à mon accent, vous reconnaissez, je suis du Québec. Donc, à vous trembler. Moi, je suis enseignante primaire, donc depuis 20 ans. Et depuis quelques années, coordonnatrice pédagogique à École en réseau, que je m'en parlais tout à l'heure. Puis, en passant, j'ai décidé de débuter un doctorat en éducation. Donc, je suis supervisée, en fait, par Stéphane Allaire, mais j'ai réalisé une enquête avec un professeur, donc Patrick Giroux, qui est professeur en technologie éducative à l'Université du Québec à Chicoutimi. C'est un volet de cette enquête-là que je viens vous présenter aujourd'hui. Donc, vous allez constater que mon introduction est assez longue pour que vous puissiez bien comprendre le contexte d'école en réseau au Québec. Et l'intention, évidemment, de la rencontre, c'est de voir comment ces dispositifs de co-formation que je vais vous présenter pourraient vous inspirer, là, donc toujours dans une idée de liberté. École en réseau a travaillé, entre autres, avec l'Italie et le Maroc à implanter cette mise en réseau entre classes distantes. Donc, géographiquement distantes. Je pense qu'on voit quand même à la caméra. Il y a personne de toute manière. OK. Donc, contexte, je vous présente brièvement, là, mais quand même, le système scolaire québécois, si vous le connaissez ou non, puis comme j'ai des collègues aussi du Québec, bien, ils vont pouvoir me dire si je ne dis pas de bêtises. Puis vous n'hésitez pas, en plus qu'on n'est pas beaucoup de monde à me poser des questions, à m'interrompre à tout moment. Là, j'ai aucun problème avec ça. L'infrastructure école en réseau. Ensuite, le contexte de l'enquête qui a été menée, en fait, l'année dernière, donc en mai dernier. Et 2 dispositifs de co-formation, donc la participation à des activités interclasses en réseau, donc toujours par l'entremise de la visioconférence, ainsi que les communautés de pratique en réseau. J'aimerais bien qu'on ait un petit moment de discussion à la fin. Système scolaire québécois, puis dans la présentation, tout est en hyperlien cliquable, donc ça vous mène des fois vers d'autres sites lorsque vous y aurez accès. D'ailleurs, je l'avais placé, excusez-moi, un bit.ly si vous voulez déjà y accéder, là, qui s'appelle... C'est accessible sur l'application. Oui, parfait. Déjà, OK, c'est déjà accessible. Donc, j'avais créé au besoin, voilà. Alors, le système scolaire québécois, il faut savoir que, en fait, la scolarité est obligatoire à partir de l'âge de 6 ans. À la maternelle, pour les enfants de 4 et 5 ans, elle n'est pas obligatoire, mais elle est quand même fréquentée par, je pense, 99% des enfants. Donc, tout le monde commence généralement l'école à partir de 4 ans. J'ai placé le nombre, l'effectif en 2022-2023 pour que vous ayez une idée quand même du système au Québec. Au primaire, on parle de première à 6e année, et au secondaire, donc ce qui pourrait correspondre au collège plus ou moins lycée, là, en formation générale, on parle de secondaire 1 à 5. Donc, les enfants terminent généralement à 16 ou 17 ans, selon le moment de leur naissance, la scolarité obligatoire au Québec. Et il y a un regroupement des écoles au Québec qui se fait dans ce qu'on appelle des centres de services scolaires, donc des CSS pour l'abréviation. C'est important pour la suite, vous allez le comprendre, parce qu'il peut y avoir des particularités assez fortes dans les centres de services scolaires. Il y a aussi des écoles pour vous donner une idée un peu du regroupement des centres de services scolaires au Québec. Vous voyez que c'est beaucoup regroupé par région géographique. Donc ici, on a la baie James qui paraît très, très grand, mais où il y a très peu de gens. Contrairement à la région ici montréalaise, donc qui est, puis j'ai fait sur la diapo suivante un agrandissement, juste pour que vous voyez un peu la différence. Vous voyez, dans une toute petite section de l'île, là, il y a l'échelle qui est en bas d'à peu près une trentaine de kilomètres. Il y a 4 centres de services scolaires qui sont localisés ici. Donc ici, il y a une très grande densité de population, alors que, puis un peu comme en Polynésie, donc très grande densité dans certaines villes, alors qu'ailleurs, bien, finalement, il y a beaucoup d'étendue. C'est important dans ce que je souhaite vous présenter pour que vous ayez un petit peu en tête
Oups, ça n'a pas changé tout de suite. Oups, le contexte, oui, c'est très fragile. Le contexte géographique. Donc, quand on parle de la géographie, juste pour vous montrer un exemple, entre Montréal et ici, Sept-Îles, puis je vous parle de Sept-Îles parce que tout à l'heure, je vous donnerai un exemple d'une enseignante qui est là-bas, on parle de 900 km de route. Donc, 10h30 de route pour faire. Et là, on n'est même pas rendu ici, dans les villages où il n'y a pas d'accessibilité en voiture, c'est en bateau, ni même aux îles de la Madeleine, où c'est aussi en bateau. La même chose avec Chibougamau. Bien là, ici, on va parler de 7h30 de route, donc 680 km. Alors, vous voyez que c'est vraiment un grand étendu de territoire. Donc, pour la petite histoire, moi, je suis localisée ici, donc dans la région du Saguenay, qui est juste là. Donc, qui est environ 5 heures de Montréal, qui n'est pas trop loin quand même de route. Alors, au Québec aussi, un autre élément important dans le système éducatif, puis monsieur, je ne me rappelle plus de son prénom, mais on en a parlé ce matin, donc on parle de la compétence numérique. Ce ne sont pas des compétences, mais une seule compétence qui est établie depuis 2019. Donc, on parle du cadre de référence de la compétence numérique, qui est composé en fait de 2 dimensions centrales et de 10 dimensions parallèles autour. Donc, les 2 dimensions centrales, agir en tant que citoyen éthique, puis mobiliser ses habiletés technologiques. Et puis les autres dimensions qui font référence, en fait, avec un peu ce qu'on retrouve dans d'autres cadres de référence à travers le monde, la communication, la collaboration, la culture informationnelle, la production de contenu. Il y a peut-être l'inclusion et la réponse aux besoins diversifiés des élèves qui est une particularité. Sinon, pensée critique, innovation, créativité, ça peut se ressembler, donc en termes de dimension. C'est important aussi de mentionner que la compétence numérique au Québec, elle est la même qu'on soit enseignant, qu'on soit conseiller pédagogique, qu'on soit direction ou qu'on soit élève. Donc, c'est la même compétence numérique, mais on la mobilise de manière différente en tant qu'apprenant ou en situation d'enseignement. Alors, c'est comme ça que dans le cadre de référence, c'est défini. Finalement, ça m'amène à vous parler, donc, cette petite introduction sur le système scolaire québécois, de l'infrastructure école en réseau. En fait, l'infrastructure école en réseau, elle est issue de projets de recherche qui ont été menés en Design-Based Research, DBR, je ne sais pas si vous connaissez un peu ce type de recherche-là, où on va travailler avec des gens qui sont dans les milieux scolaires, vraiment en situation réelle, dans le contexte éducatif, pour finalement designer, pour créer une innovation qui va répondre à ces besoins-là par la collaboration avec les chercheurs. Donc, ce n'est pas une situation de recherche où est-ce qu'on va venir appliquer ou tester un modèle, mais vraiment qu'on va le designer, qu'on va le mobiliser, l'élaborer avec des praticiens. Ce projet de recherche-là a eu lieu pendant 10 ans, donc de 2002 à 2012, même 2014, avec plusieurs cycles itératifs. Et là, je vous ramène à la carte tout à l'heure du Québec, où est-ce que les chercheurs et les praticiens ont travaillé dans des régions, et issus de régions différentes, donc de régions géographiquement distinctes. Il y avait des gens qui étaient un petit peu plus dans le sud du Québec, donc des milieux où ils étaient très peu d'élèves par classe. Parfois, la plupart du temps, il y avait 2, 3, 4 niveaux scolaires dans la même classe. Des fois, très peu d'enfants, donc 8, 10 enfants dans une classe. Alors, il y avait un grand sentiment d'isolement, autant pour les enseignants que pour les élèves. Et le postulat, c'était de dire, dès 2002, on va réseauter ces gens-là ensemble par l'entremise de la visioconférence et d'outils collaboratifs à l'écrit pour être capable d'enrichir l'environnement éducatif de ces classes-là, mais aussi l'environnement, le développement professionnel des enseignants. Donc ça, c'était le postulat de base qui s'est avéré en fait productif. Donc, de 4 centres de services scolaires initialement dans l'initiative, on a maintenant les 72 centres de services scolaires, 20 ans plus tard, qui collaborent entre eux, ou les classes collaborent entre eux. Évidemment, ce ne sont pas toutes les classes qui le font, c'est vraiment sur une base volontaire des enseignants qui souhaitent travailler en réseau avec d'autres classes. Depuis 2012, la fin 2014, la fin du projet de recherche, c'est devenu un modèle qui est institutionnalisé, donc qui est financé entièrement par l'entremise du ministère de l'Éducation du Québec.
Et il y a une collaboration avec des partenaires extrascolaires. Quand on parle de partenaires extrascolaires, on peut penser à des musées, à des artistes, donc des écrivains, des auteurs, des illustrateurs qui vont intervenir à distance. Donc maintenant, c'est plus facile de l'imaginer, mais en 2002, même jusqu'à avant la pandémie, c'était pratiquement impossible. Donc, à même imaginer ce genre de... Mais pourtant, ça se faisait. Puis, vous allez avoir accès à un hyperlien si vous voulez avoir plus d'informations sur l'infrastructure. Donc, je l'ai mentionné, 2002-2014, puis l'institutionnalisation. Donc, c'est formé en fait le modèle d'un comité de pilotage. Donc, le financement d'écoles en réseau va du ministère de l'Éducation à un groupe de direction générale des centres de services scolaires, donc 5 directions générales de centres de services scolaires qui financent finalement les personnes. Alors, le financement est à 2 niveaux. Il y a un financement pour ce qu'on appelle l'équipe de coordination, donc avec une directrice générale et une particularité, des enseignants ressources. Alors, c'est un modèle qui est utilisé dans le cadre d'écoles en réseau. Ce sont des enseignantes qui ont une libération d'environ 10 à 20 de leurs tâches, donc une demi à une journée par semaine. Alors, elles sont enseignantes, je dis enseignantes parce que ce sont surtout des femmes, elles sont enseignantes dans leur classe et il y a quelqu'un qui les remplace une demi à une journée par semaine pour coordonner des activités en réseau avec d'autres classes. Donc, vraiment agir elles-mêmes comme un peu modèle, comme façon pour proposer des activités entre les classes. Vous voyez que derrière tout ça, il y a toujours la compétence numérique qui se déploie, mais ce n'est pas une visée. Donc, le visé n'est pas le numérique, c'est le canal nécessaire pour y parvenir parce que comme on est toujours à distance, bien, on n'a pas le choix d'utiliser et la visio et des outils collaboratifs à l'écrit, là. On peut penser à la suite Google, la suite Office, Padlet, nommez-les tous, donc qui vont travailler à slide. Selon les contextes, on va privilégier certains outils collaboratifs. Il y a aussi une mesure dédiée aux centres de services scolaires qui sont en soutien aux petites écoles. Évidemment, dans la densité de la carte que je vous ai présentée au départ, la région montréalaise n'a pas de petites écoles, mais ce sont plutôt les écoles éloignées qui, eux, donc c'est une deuxième mesure qui vient en soutien aux petites écoles qui participent à l'initiative. Donc, des écoles qui sont situées vraiment géographiquement éloignées et qui comportent en fait 125 élèves et moins. Donc, c'est le nombre au niveau des... ouais. Donc, ça peut paraître beaucoup, 125 pour certaines régions. Pour le Québec, c'est le minimum parce que même au primaire, on peut voir des écoles de 300, 400, 600 élèves, même au primaire. Et vous ne serez pas surpris d'apprendre qu'il y a eu un grand accroissement de la demande pour la mise en réseau avec la pandémie. En fait, à partir de mars 2020, chez École en réseau, ça a littéralement explosé. Donc, j'ai juste pour vous donner une petite idée là, ce sont des statistiques qu'on a tenues. Alors, entre septembre 2019 et février 2020, juste avant le jour J de pandémie, vous voyez un peu le nombre, en fait, de participants à des activités de développement professionnel, des activités interclasses et le nombre d'élèves impliqués. Donc, ici, on parlait d'environ, là, vous voyez, à peu près 8500 élèves. Alors que si on compare de septembre 2020 à février 2021, on est passé de 8500, là, mon tableau aurait été beaucoup trop, à 72 000 élèves. Alors, ça donne pour une demi-année, donc 150 000 élèves touchés en termes de... Alors, dans l'école en réseau, ça a été une explosion parce que là, les gens, ce sentiment d'isolement était finalement vécu, non pas par des gens qui étaient uniquement géographiquement distants, mais par tout le monde. Et tout le monde avait envie de se placer en réseau. Alors, on a eu beaucoup de travail. Et là, vous vous demandez comment se fait-il qu'ici, dans la période de mars à juin 2020, il n'y avait aucune activité interclasse. En fait, c'est parce que les activités étaient proposées directement par les enseignantes, vraiment librement, qui proposaient les activités aux classes, mais aux enfants qui étaient à la maison. Donc, on ne peut pas qualifier ça d'activité interclasse parce que l'enseignant n'était pas responsable d'une classe, mais c'était vraiment des activités qui étaient ouvertes et dispensées librement. Pour la suite aussi, c'est important de vous expliquer en fait les types d'activités qu'on retrouve dans l'école en réseau. On a préparé ce petit visuel pour vous aider, donc je vous l'explique brièvement. Alors, en fait, l'intrant, l'initiation du projet, d'une activité en réseau peut se faire par toute personne qui a une idée.
Donc, ça peut être des enseignants qui sont dans leur classe, des conseillers pédagogiques, donc CP, c'est pour l'abréviation pour conseillers pédagogiques, qui sont dans les centres de services scolaires, généralement en fonction de certaines disciplines. À l'intérieur d'un centre de service scolaire ou à l'extérieur, ça peut être par les membres de l'équipe de l'école en réseau, comme je vous disais, les enseignants ressources, mais ça peut être par des partenaires extrascolaires. On a entre autres 3 musées avec lesquels on travaille depuis longtemps qui, eux, disent, bien, nous, on a une offre éducative qu'on souhaiterait diffuser, qu'on souhaiterait partager. Alors, ils nous interpellent. Il y a une dernière activité qui est au niveau de... En tout cas, l'écologie à travers le temps. Donc, la façon dont les grands-mères recyclaient du matériel. Et eux, ils ont dit, bien, on aimerait la diffuser davantage. Donc, ils nous ont contactés et on structure avec eux, donc, ces activités. On retrouve généralement, en fait, plutôt ces 2 types-là. On parle d'activités ponctuelles ou de séquences d'activités. Donc, je vous les explique brièvement. Mais si vous allez sur le site d'École en réseau, qui est tout à fait libre, vous allez avoir de meilleures idées. Une activité ponctuelle, c'est une activité où il y a généralement une seule rencontre en visioconférence entre les classes. Il peut y avoir entre 5 et 300 classes qui vont se connecter à la même activité. Entre autres, on a un partenariat dans l'École en réseau avec Parc Canada, qui est un organisme, en fait, qui fait la promotion et la protection de zones de parcs un peu partout à travers le Canada. Et il y a des guides naturalistes qui viennent présenter un contenu aux classes et parfois il y a 300 classes qui se branchent de manière simultanée à l'activité. Donc encore une fois, le numérique, c'est vraiment le canal, le vecteur, ce n'est pas l'intention en soi. Mais bien qu'il y ait cette rencontre-là en visioconférence qui se tient en synchrone, il y a aussi une activité préparatoire et une activité de prolongement. L'activité ponctuelle peut aussi être présentée par un enseignant. Donc, il y a entre autres une enseignante extraordinaire qui est située en Gaspésie, à 12 heures de route, même 14 heures de route de Montréal. Elle est enseignante en 2e année du primaire et Caroline, c'est une passionnée d'art plastique. Au Québec, l'enseignement de l'art plastique se fait par l'enseignant titulaire et donc, les enseignants souvent ne se sentent pas nécessairement la compétence pour le faire. Donc, Caroline, elle, gentiment, pendant qu'elle anime une activité en classe avec ses élèves autour de l'art plastique, propose à d'autres classes de se connecter en même temps. Donc, elle a appelé ça les ART, art et R, donc c'est l'abréviation. Et puis, si vous tapez, vous allez même pouvoir écouter, là, on fait un petit montage et on dépose sur YouTube. Donc, Caroline, de son école en Gaspésie, bien, travaille avec des classes de Montréal, d'autres régions du Québec par ces activités. Un autre type d'activité, c'est ce qu'on appelle les séquences. Donc, les séquences sont plus longues dans le temps. Alors, généralement, il y aura plus d'une rencontre en visioconférence. Les rencontres en visio sont en synchrone, mais il y a des activités entre ces rencontres-là. Donc, des activités qui sont à vivre dans chacune des classes à leur souhait, qui sont proposées. Donc, c'est toujours un enseignant ou un collaborateur avec un partenaire qui va préparer la séquence, qui va la proposer et ensuite les classes se branchent au moment et réalisent des activités à leur guise en asynchrone dans leur classe. Alors, ce sont les 2 principales activités, mais on a aussi des activités qu'on appelle en co-construction. Ouais, ça, il y en a quand même un petit peu moins. Ce sont des activités qui, finalement, on n'a pas l'intention pédagogique nécessairement, où la séquence, elle n'est pas développée à l'avance, c'est qu'on va la construire avec les classes et les enseignants qui vont y participer. Donc, généralement, les activités, une année qui sont en co-construction, l'année suivante reviennent et être proposées en séquence d'activités, donc elles sont déjà construites comme ça. Et en dessous, donc, on parle de pédagogie en réseau parce que avec la programmation, bien, ça permet aux enseignants de déjà déterminer durant l'année scolaire à quelles activités ils souhaitent participer. Donc, ça vous donne un petit peu une idée. Alors, c'est ce qu'on appelle pour les activités interclasses, donc entre classes, qu'elles soient ponctuelles ou en séquence. Et c'est important pour la suite de ma présentation. Mais il y a le même format d'activité qui s'adresse aux enseignants et aux conseillers pédagogiques en activité de développement professionnel. Oui? J'ai une question avant que tu passes à la prochaine diapositive. Pour les activités préparatoires ou de prolongement, ce
sont les mêmes pour toutes les classes qui ont participé à la visioconf? Oui. Et qui est-ce qui prépare ces outils? C'est je sais pas, des questionnaires ou des documents? Qui prépare ça? Ce sont les enseignants, enseignants ressources généralement, donc c'est des personnes qui ont une migration, mais en collaboration bien souvent avec les partenaires extrascolaires lorsqu'il y en a. Donc, ce sont eux qui préparent ces activités. En fait, souvent, les enseignants vont travailler à partir d'activités qu'elles font déjà uniquement dans leur classe et elles vont les adapter à un contexte en réseau. Mais il n'y a jamais de... Et ça, c'est vraiment important, en fait, dans la philosophie même de l'école en réseau. Le professionnel demeure l'enseignant qui est dans sa classe. Donc, il n'y a jamais de validation par quelqu'un d'autre de dire « tu fais ou non l'activité ». Je vous donne un exemple très concret. Parce qu'il y a des gens aussi à l'international qui parfois participent aux activités d'école en réseau. Donc, entre autres, en France, en Belgique, ça peut arriver. Et l'année dernière, il y a une activité qui s'appelle des robots et des comptes. Donc, c'est vraiment une activité géniale où est-ce que, bon, il y a la programmation, en fait, de robots pour illustrer, pour vraiment représenter un conte traditionnel. Donc, on parle des trois petits chats, les trois petits cochons, le chaperon rouge, les contes traditionnels qu'on entend souvent. Donc, les enfants, finalement, font la programmation sur une maquette qu'ils ont créée et représentent donc ce cheminement-là de l'histoire, donc du récit en 3 temps ou en 5 temps à travers. Alors, il y a les compétences en français, les compétences en programmation qui sont travaillées. Il y a un enregistrement et il y a une diffusion auprès des autres classes, donc pour montrer leur production. Alors, ça motive beaucoup les enfants à démontrer leur savoir-faire. Donc, il y a une enseignante l'année dernière de Vancouver, qui est à l'autre extrémité du Canada, à 5 heures de vol, donc qui est complètement à l'autre bout, qui participait à l'activité. Et elle, tout au long de l'activité, son intention pédagogique n'était pas la programmation, c'était le travail du français, le français oral. Donc, et ce n'est pas à l'île de juger ça. Donc, ils ont participé aux activités et à la fin, ils n'ont pas eu le temps, eux, de faire l'enregistrement et de diffuser. C'est pas grave parce que ces élèves ont maintenu la motivation parce qu'ils étaient contents de communiquer en visioconférence avec les autres classes autour de ce projet-là. On ne va pas aller jusqu'au bout, mais ils ont fait. Mais elle avait une intention pédagogique différente qui n'était pas liée à la programmation et au découpage finalement de l'histoire, mais qui était vraiment liée à la communication orale en français parce qu'ils sont dans un milieu anglophone. Alors, l'intention pédagogique demeure toujours le choix de l'enseignant. Ouais. Au niveau des activités de développement professionnel, donc, on les voit dans la même configuration. Donc, on va parler d'activités ponctuelles. Je reprends l'exemple de Caroline, mais il y a d'autres collègues qui le font parce que Caroline, qui est en Gaspésie, est une enseignante très, très active. Et elle aime beaucoup travailler avec Notebook. Donc, je ne sais pas si vous connaissez de la suite Smart. Alors, Notebook, qui est qui était utilisé sur le tableau interactif, mais qui est une application donc, de tableau blanc où est-ce qu'on peut faire des montages d'activités. Et il y a une application associée qui s'appelle Lumio, qui est vraiment beaucoup utilisée en France là, avec la suite Smart, où est-ce que les enfants, finalement, elle peut leur envoyer des devoirs. C'est une espèce de petit Moodle, finalement, pour les jeunes primaires, même secondaires. Donc, Caroline a développé avec ses élèves de 2e année, de 7-8 ans, vraiment des pratiques pédagogiques très intéressantes. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a séquencé un peu l'apprentissage de l'Union et elle offre des activités ponctuelles de 30 minutes, 47 minutes sur l'heure du midi, où est-ce que les enseignants se connectent et elle explique finalement un des volets de l'Union. Donc, comment faire une activité interactive avec ses élèves, comment envoyer un devoir, comment faire une correction. Donc, c'est elle, à partir de sa pratique réelle de classe, qui va partager ça à travers les classes participantes de l'école en réseau, mais vraiment à travers les enseignants, donc pour rejoindre les enseignants. Oui? J'ai une petite question pratique. Oui. J'imagine qu'il y a un décalage horaire entre Vancouver et... Donc, comment vous faites pour... c'est en replay après? Oui, bien, en fait, lorsqu'on travaille avec des activités interclasses, où est-ce qu'il y a une situation de décalage horaire, entre autres, par exemple, avec la France, bien, il faut que l'activité soit le matin. Parce qu'en France, le matin, au Québec, le matin, ça correspond à la France après-midi. Alors que si on travaille avec des gens de Vancouver, bien là, à ce moment-là, c'est l'inverse. Parce qu'eux, le matin, ils sont... Et ça va arriver dans ce cas-là où est-ce qu'il y aura 2 moments de rencontre pour une même activité. Donc, il y aura un moment le matin, un moment l'après-midi. Je pense que c'est jamais arrivé qu'on avait des gens avec autant de décalage horaire, mais c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc, il y a 3 ou 4 heures avec Vancouver. Alors, si l'activité est à 13 heures,
bien, eux, il est 9 h le matin, donc c'est parfait, ça convient bien. Ils sont enregistrés. Oui, exactement. 90% des activités sont enregistrées, donc ça peut arriver parce que même au Québec, en fait, même s'il n'y a pas de décalage horaire, tout le monde n'a pas la récréation à la même heure, tout le monde n'a pas des fois, il y a une activité sportive, une sortie. Donc, à ce moment-là, les rencontres sont enregistrées. Donc, si une classe ne peut pas l'écouter, bien, elle peut l'écouter en différé, puis continuer, poursuivre le projet quand même, la participation à l'activité par la suite. Pour les activités de développement professionnel qu'on va qualifier en séquence, ce sont généralement des communautés de pratique. Donc, je vous donnerai un petit peu plus loin la définition d'une communauté de pratique, mais qui est vraiment un groupe de personnes qui va se regrouper autour d'une thématique pour discuter, échanger ou co-construire. Donc, et tout ça se fait, encore une fois, à distance. Lorsqu'on a développé, en fait, l'enquête l'année dernière, on a débuté à peu près à ce temps-ci, comme je vous l'ai mentionné, il y avait eu un grand accroissement, une grande diversification de l'offre dans l'école en réseau post-pandémie. Donc, il nous a amené à complètement revoir nos pratiques, puis à mieux aussi les expliciter. Aussi, on avait constaté que depuis 2014, depuis la fin, en fait, du projet de recherche, il n'y avait plus de données de recherche, il n'y avait plus de données scientifiques sur cette transposition-là de l'école en réseau en modèle de recherche versus un modèle qui est institutionnalisé. Donc, d'où l'intérêt, en fait, de tenir une enquête auprès des participants. On avait tenu en 2021 une première enquête et à ce moment-là, c'était nos objectifs, c'était plutôt de voir les motifs de participation. Pourquoi des gens décidaient de s'inscrire à des activités interclasses ou à des activités de développement professionnel en réseau? Puis aussi en lien avec le développement de la compétence numérique. Alors qu'en 2023, donc, on a maintenu les motifs de participation, mais on a souhaité approfondir l'identification de retombées qui sont issues de la participation à des activités en réseau. Je l'ai placé en gras parce que c'est ce dont je vais vous parler cet après-midi. Puis, on avait aussi deux autres objectifs. La portée des modalités de soutien, parce qu'il y a des soutiens qui se fait à l'intérieur des centres de services scolaires, à l'extérieur, donc on voulait voir de ce côté-là. Puis aussi, en lien avec la médiation culturelle, donc ce qui est un aspect très important dans le référentiel des compétences professionnelles enseignantes au Québec. Donc, de voir l'importance des stratégies de médiation culturelle en lien avec la mise en réseau. Mais ce dont je vais vous parler un petit peu plus aujourd'hui, donc ce sont ces retombées. On a utilisé en fait deux modalités de collecte de données. D'abord, un premier questionnaire qui est vraiment un questionnaire unique, qui est élaboré uniquement dans le contexte d'école en réseau, où est-ce qu'il y avait des critères de choix. Des activités pour s'inscrire. L'année dernière, c'était plus ouvert, donc on avait cadré un petit peu plus. Ensuite, des éléments qui facilitent la médiation culturelle, alors des questions à choix de réponse et aussi beaucoup de commentaires qui étaient possibles. Là, la participation était entièrement volontaire, entièrement anonyme aussi, donc envoyée à toute personne qui s'était inscrite à au moins une activité dans le contexte de l'école en réseau et même les personnes à l'international. Une particularité importante, vous allez le voir plus loin aussi, c'est qu'il y a eu beaucoup, depuis la pandémie, de parents qui ont choisi la scolarisation à domicile pour protéger au plan sanitaire leurs enfants. Et ces parents-là sont aussi les bienvenus dans le cadre des activités en réseau. Donc, que ce soit des écoles publiques, privées, francophones ou anglophones, tout le monde est les bienvenu puisqu'en étant financé par le ministère de l'Éducation, bien, on est en ressources aussi totalement libre, donc pour pas qu'il y ait de paiement qui soit associé. On a aussi tenu des groupes de discussion qui ont vraiment apporté beaucoup de nuances aux résultats du questionnaire. Donc, les groupes de discussion étaient complètement indépendants. Alors, il y avait un appel à tous pour souhaiter y participer. Donc, on a tenu 3 groupes de discussion, encore une fois, à distance, pour venir enrichir, en fait, certaines retombées, approfondir les retombées. Puis, comme je vous dis, on ne savait pas, on n'associait pas nécessairement le questionnaire, en fait, pas du tout, au groupe de discussion. Donc, c'est la méthodologie qui a été utilisée pour l'enquête. Donc, dans le profil un peu de participation, alors vous allez voir justement, les personnes enseignantes suppléantes, donc c'est au niveau des activités interclasses, c'est quand même 66% qui ont participé, 14% uniquement des activités de développement professionnel et 20% pour représenter le 100% de répondants qui ont participé aux 2 types d'activités.
Donc, vraiment une grande majorité au niveau des activités interclasses. Lorsqu'on regarde le profil des personnes conseillères pédagogiques, bien là, il y a un équilibre. Et on pourrait dire, oui, mais lorsqu'on est conseiller pédagogique, on n'a pas d'élèves, en fait. On n'est pas titulaire de classe. Pourquoi participer à une activité interclasse dans ce contexte-là? Bien, les conseillers pédagogiques, ils voient une plus-value parce que ça les rapproche parfois de la classe, mais aussi ça leur permet d'exemplifier de manière peut-être un petit peu plus éloquente lorsqu'ils arrivent en soutien à des enseignants parce qu'ils ont vu un contexte de classe. Donc, c'est ce qui a été mentionné. Alors que chez les personnes parents, bien, clairement, c'est uniquement l'activité interclasse qu'ils recherchaient donc dans leurs activités. Donc, ça donne un petit peu le statut selon les types de réponses. Je vous parle cet après-midi des retombées en lien avec deux dispositifs. Le premier, c'est la participation aux activités interclasses. Donc, que ce soit les activités ponctuelles, comme je vous le mentionnais tout à l'heure, ou en séquence, là, je les ai regroupées ensemble. Donc, généralement, lorsqu'il y a une séquence, en fait, il y a toujours une rencontre qu'on dit de planification. On va proposer aux enseignants, et là, on est toujours dans un contexte à distance, de se connecter ensemble à un moment. Souvent, ça va durer 20-30 minutes. Donc, ce sont des courtes rencontres où est-ce qu'on va expliciter les principales étapes de l'activité. Donc, oui, il y a un guide pédagogique qui peut y être associé, mais le but, c'est que les gens puissent se familiariser. Une rencontre vraiment juste entre enseignants avec la personne qui va coordonner le projet. Et on va expliciter l'activité puis déterminer aussi des fois des moments de rencontre à ce moment-là. Il peut y avoir à ce moment aussi un soutien didactique. Entre autres, en sciences, on constate en fait, puis ça, c'est des données qui ont émergé d'autres travaux, là, dont je suis moins familière, mais on constate un sentiment en fait de moins grande compétence des enseignants, principalement au primaire, à enseigner les sciences, le SVT. Pourquoi? Bien, parce qu'ils ont une formation qui est générique, donc en se sentant moins compétent, bien, lorsqu'on participe à une activité en réseau interclasse, on développe sa compétence à la didactique de cette discipline-là, puisqu'on peut y être associé. On voit aussi donc le développement des dimensions de la compétence numérique, dont je vous ai parlé tout à l'heure, des approches pédagogiques diversifiées, mais beaucoup la diminution du sentiment d'isolement. Et ce qui est intéressant dans ce sentiment d'isolement-là, c'est qu'on soit dans une localité où il y a peu de classes ou dans une très, très grande école où il y a plein de monde, on peut avoir ce même sentiment d'isolement. Le postulat de base de la mise en place d'écoles en réseau était que c'était surtout dans des communautés éloignées où ce bris du sentiment d'isolement était possible. Alors que finalement, on s'est rendu compte dans les 2 dernières enquêtes que non. Ce sentiment d'isolement-là, il est vrai aussi dans les grands centres, dans les grands milieux. Si on n'a pas de collègues avec qui collaborer, bien, on a ce même sentiment. Donc, en travaillant en réseau avec d'autres classes, bien, ça va nous permettre de briser ce sentiment d'isolement. Au niveau des retombées perçues, donc au niveau de l'enquête qui ont été mentionnées, si on s'attarde à la collaboration, aux dimensions de la compétence numérique, donc on voit ici qu'il y a 4 dimensions prioritaires qui ont été identifiées par les enseignants. Collaborer, communiquer, sans surprise. La réponse aux besoins diversifiés des élèves, qui a été mentionnée aussi, et également le développement personnel et professionnel, même en participant à une activité interclasse. Et ça, c'est intéressant parce qu'au Québec, depuis 2 ans, on a l'obligation comme enseignant de faire 30 heures de formation continue sur 2 ans. Donc, ça équivaut plus ou moins à 15 heures par année. Ça peut être sous différentes formes. Donc, la lecture de documents, assister à une formation, participer à un projet de recherche. Donc, ça peut vraiment être sous plusieurs formes. Mais ce qu'on constate, c'est que la participation à une activité avec ses élèves, une activité interclasse, est source de développement professionnel également pour ces enseignants. Moi, ça m'a particulièrement interpellée parce que dans le cadre de mon doctorat, je m'intéresse au développement professionnel des enseignants, donc c'est sûr que ça m'a particulièrement interpellée, cette réponse-là. Pour les personnes conseillères pédagogiques, donc on voit que les dimensions étaient différentes, donc prioritaires sur leur participation aux activités interclasses. On parlait oui de la collaboration, mais plutôt du numérique pour apprendre. Donc le numérique pour l'apprentissage, favoriser l'apprentissage, le développement de l'apprentissage critique et l'innovation.
À l'intérieur je vous disais qu'il y avait un bloc où est-ce que les enseignants et les personnes répondantes pouvaient laisser des commentaires. Donc, on a identifié d'autres retombées, les connaissances technologiques, le contact avec d'autres classes, le contact avec des experts, donc des experts scientifiques, des experts culturels a été une grande source aussi, puis le transfert et le réinvestissement. Ce qu'on a trouvé intéressant, c'est que les connaissances technologiques, finalement, n'ont même pas été nommées, bien que ce sont des dimensions centrales du cadre de référence et qu'on n'a pas le choix, dans le cadre d'une activité en réseau, de mobiliser ces habiletés technologiques. Ça n'a été nommé par aucune des personnes comme dimension prioritaire. Ça a été nommé seulement dans les autres retombées. Donc, est-ce que c'est parce que c'est une mauvaise connaissance du cadre de référence? Je ne sais pas, mais c'est quand même intéressant. Oui. Est-ce que ça ne serait pas parce que, justement, en étant volontairement dans le bateau, ils se sont dit, bon, on est déjà... Oui, je me considère déjà habile au plan technologique. Oui, peut-être aussi. Donc, on n'a pas investigué ce volet-là, mais c'est ce qu'on souhaiterait faire pour cette année. Donc, c'est une autre hypothèse. Ils n'ont vraiment pas vu le numérique, alors qu'il est là, il est nécessaire dans la démarche. Fait que c'est quand même intéressant comme réflexion, comme constat. Donc là, je vais passer outre là, le graphique, vous irez le voir si jamais ça vous intéresse dans le rapport là, qui est public, là, la référence est à la fin. Je vous donne 3 extraits ici d'exemples de retombées pour la participation aux activités interclasses qui sont issus donc des focus group. Alors ici, un exemple, moi j'aime innover. Des fois, j'ai l'impression que je tire les autres quand on parle de leadership pédagogique. En ayant d'autres personnes qui ont le goût d'innover, de développer un peu plus sur la même page que moi, où est-ce qu'on est dans notre vie? Si on s'inscrit, c'est parce qu'on a le goût, parce que c'est intéressant. Donc, de se retrouver avec des gens qui ont le goût d'innover, parce que sinon, dans mon école, ben, je sens que je suis à la remorque puis que je tire les autres, puis ça devient lourd. Un autre exemple, donc, ça nous a permis, ma collègue et moi, d'élaborer une planification. En septembre, on va faire tel projet. Donc, quand je vous parlais tout à l'heure de pédagogie en réseau, alors, les gens vont aller cibler quel contenu ils sont intéressés à mettre en place, finalement, au fil de l'année avec leurs collègues. Ça, ici, j'ai trouvé un exemple très, très intéressant. Nous, on est dans une région rurale, donc une petite localité. Tout est blanc de blanc. Donc, tout le monde a la même couleur de peau, tout le monde est le même contexte dans la petite localité. On est tous de la même culture, donc aller vers les autres, ben, ça nous ouvre. Il y a des écoles qui sont multiculturelles. Donc, en participant à ces activités en réseau, l'une des retombées, c'est justement l'accès à cette réalité-là multiculturelle qui est présente au Québec, mais où, si on est dans une petite région rurale, ben, on n'a malheureusement pas accès. Pour une fois, on n'est pas obligé d'expliquer c'est quoi être multiculturel. Donc, c'est un bel exemple pour... Vous avez des intervenir avec des écoles justement de Polynésie ou à part la France? Là, pas pour l'instant, non. Mais si jamais il y avait une volonté, c'est tout à fait possible, tout à fait ouvert. Oui, exactement. Oui. Ben, en fait, juste un exemple intéressant, pendant le moment de la pandémie, au Québec, le port du masque la règle du port du masque n'est pas la même partout dans les régions du Québec. Donc, sur l'île de Montréal, c'était obligatoire de porter le masque. Mais ailleurs au Québec, il n'y avait pas, en tout cas, selon les codes, il y avait des codes de couleur, c'était un petit peu compliqué, mais bref. Donc, oui, et c'était pas obligatoire. Donc, on arrive dans une visioconférence et là, on était capable d'identifier d'où provenaient les écoles simplement parce que les élèves portaient ou non le masque. Ça peut paraître banal, mais pour des enfants de maternelle, première, deuxième année, ça questionne et ça ouvre vers d'autres perspectives au niveau des Puis à un moment donné, au début d'une rencontre, je me rappelle, j'avais vraiment beaucoup ri. Parce que nous, on est dans des régions, un peu comme ici, là, mais bon, il y a les régions. Et il y a un enfant, on entend l'enfant qui parle avec son enseignante au début de la rencontre, puis elle dit « Ah, la Gaspésie, est-ce que c'est dans notre pays? » Mais la Gaspésie, c'est une région qui est à peu près 10 heures de Montréal. Puis là, l'enseignante a dit « Je pense que je vais faire une petite intervention géographique. » Donc, parce que notre pays, il y a 5000 km, donc oui, c'est sûr que c'est dans notre pays. Alors, on avait bien ri. Oui. Quel cadre institutionnel? J'ai une vision très pyramidale, peut-être très française, mais quel cadre institutionnel il y a à ça? Est-ce que c'est des prises d'initiative autonomes?
Parce que moi, j'ai une transposition à de la médiation, quoi. On passe un peu du formel à quelque chose. L'informel, c'est des enseignants qui, entre eux, se mettent à collaborer, à bosser ensemble avec les élèves. Et comment l'administration, si l'administration interfère là-dedans, enfin, comment c'est géré institutionnellement? Oui. En fait, je pourrais répondre de deux manières. D'abord, le modèle étant soutenu par le ministère de l'Éducation. Donc, déjà, il y a une certaine forme oui, c'est ça, d'appui à la mise en réseau. Donc, ça, c'est le premier volet qui est plutôt au plan légal. Donc, tout enseignant. Le terme soutenu, je ne sais pas quelle connotation il a. Oui. À notre échelle, le soutenu, en général, c'est que c'est pas mis en place par le ministère, mais c'est validé et malgré tout, il y a une autonomie. Est-ce que c'est aussi le cas quand tu dis soutenu? Il y a une autonomie. Tout à fait. Et il y a un coup de tampon qui valide, qui dit c'est bon, nous on est d'accord avec la pratique. Exactement, oui. D'accord. Par contre, le ministère ne valide pas parce que ça, c'est vraiment au niveau de la liberté pédagogique des enseignants. Donc, les enseignants ont leur liberté pédagogique, ils ont le choix des méthodes et des outils. Donc, ça, c'est dans la loi sur l'instruction publique au Québec. Donc, comme les enseignants ont le choix des méthodes et des outils, eh bien, à ce moment-là, en autant qu'ils apportent un justificatif, si c'est le cas, mais ça arrive très rarement, de correspondance au curriculum scolaire, bien, il n'y a pas de problème. Et toutes les activités dans le cadre de l'école en réseau sont en lien avec le curriculum scolaire. Donc, en ce sens-là, bien, c'est vraiment la liberté professionnelle de l'enseignant de faire son choix de méthode dans ce contexte-là. Ouais. Oui. Est-ce que c'est une plateforme commune? Non, il n'y a pas de plateforme commune. Non, il n'y a pas de plateforme commune. En fait, la plateforme commune, c'est au niveau de l'inscription à des activités en réseau, qui, elle, est oui commune, mais sinon, au niveau des plateformes de partage, c'est propre et spécifique à chaque projet. Donc, il y a des enseignants qui, dans une année, vont participer à une activité. Il y en a qui vont participer à 10 activités. Mais sur les 10 activités, il peut y avoir 2, 3, 4 plateformes d'apprentissage. Donc, j'ai du mal à comprendre, en fait, comment est-ce qu'on s'inscrit. Oui, alors celui-là, ça, c'est la plateforme commune, en effet. C'est le site Internet donc, de l'école en réseau. Et jusqu'à il y a 2 ans, l'inscription se faisait uniquement par un Google Form. Donc, on créait tout simplement un Google formulaire. Alors, pendant 18 ans, ça a quand même bien fonctionné avec ça. C'est que depuis 2 ans où là, on a vraiment un site Internet sur mesure où est-ce qu'on est capable d'avoir une inscription directement. Mais au départ de l'initiative, ce n'était pas le cas. Puis, ce qui est développé en ce moment au Maroc et en Italie, bien, ils n'ont pas ce site Internet-là qui est la plateforme. Ils travaillent vraiment juste en réseautage entre enseignants. Donc, ils ont développé chez eux leur propre modèle de mise en réseau d'écoles et de classes selon leur réalité culturelle. Donc, nous, on les a appuyés, on les a soutenus dans cette mise en place-là, mais ils ont, évidemment, je veux dire, on n'est pas détenteurs de cette idée. Alors, le but, c'est juste que ça puisse correspondre à la réalité culturelle du pays ou de la région concernée. Ouais. Alors, c'est le site Internet, finalement, qui est le lieu de convergence pour le Québec. Ouais, mais il pourrait y avoir n'importe quoi d'autre qui pourrait fonctionner. Vous ne travaillez pas avec la plateforme eTwinning en Europe? Ben, en fait, non, on ne travaille pas avec eTwinning, qui pourrait s'apparenter un peu, mais il y a un volet payant. Donc, et ça, ben, on était moins à l'aise avec cette idée-là parce que nous, c'est vraiment tout est libre d'accès. Donc, il n'y a absolument rien au plan financier là, pour l'engagement des personnes, en étant déjà soutenu par le plan d'action numérique au Québec. Ouais. Donc, pour en revenir à la question institutionnelle, les enseignants qui ont une demi-journée ou une journée là, pour les outils, eux, ils sont payés. Oui, c'est en accord avec le gouvernement, le ministère. Oui, exactement. Nous, on appelle ça en fait un prêt de service. Donc, le prêt de service ne se fait pas entre le ministère et le centre de service scolaire, mais il se fait parce que nous, les enseignants, en tout cas, c'est un peu... c'est pas le ministère qui fait les enseignants, c'est le centre de service scolaire qui va payer ses enseignants. Évidemment, ça provient du ministère, mais c'est le centre de service scolaire qui va payer les enseignants. Donc, l'entente, elle est prise entre école en réseau et le centre de service scolaire, et on appelle ça un prêt de service. Donc, l'enseignant, lui, qui est libéré, ne voit pas de différence sur sa paie. Il a le même, mais simplement son service
il est prêté finalement à École en réseau pour une période de temps. Ouais. C'est officiel. C'est officiel, exactement. Ce sont des ententes qui sont locales et spécifiques. Il n'y en a pas beaucoup. Là. On parle de 14 enseignants à travers le Mais ce type d'entente-là avec le ministère de l'Éducation et les centres de services scolaires, il est très commun au Québec. Donc, il y a beaucoup de gens qui travaillent au ministère de l'Éducation qui sont en prêt de service. C'est assez impressionnant. Donc, il y a les fonctionnaires, mais il y a vraiment beaucoup de gens qui sont en prêt de service. Oui. Ouais. Donc, ils continuent finalement d'être rémunérés par leur centre de service scolaire, mais ils travaillent pour le ministère. Donc, leurs services sont prêtés au ministère de l'Éducation. C'est vraiment assez commun comme formule de travail. Ce qu'on a développé, je vous avais parlé que donc il y avait des heures de formation continue qui devaient être réalisées depuis 2 ans avec une nouvelle loi qui a été mise en place. Donc, on a développé à École en réseau, c'est vraiment très simple, mais ça pourrait peut-être vous inspirer, une reconnaissance d'une activité de formation continue dans un contexte d'activité interclasse et de communauté de participation, de communauté de pratique. Donc, à ce moment-là, tout ce qu'on fait, c'est qu'on nomme en fait l'activité qui est vécue. Dans ce cas-là, ça s'appelle Image et Maths. Donc, ça peut ressembler à Maths en vie, là, que vous connaissez peut-être, ou Maths en images. Donc, où est-ce que les classes prennent des photos de situations mathématiques, ils les partagent sur un espace commun. Donc, les photos viennent d'un peu partout au Québec, partagent sur un espace commun. Ils tentent de résoudre donc les problèmes qui proviennent des autres classes et après ça se rencontrent en visioconférence pour échanger sur les manières dont ils ont résolu les problèmes des collègues qui sont situés d'un peu partout au Québec. Alors, c'est vraiment intéressant. Donc, cette activité-là permet de développer certaines compétences professionnelles, même pour l'enseignant. Alors, on a préparé une fiche qui explique finalement qui développe comment les compétences professionnelles de l'enseignant, puisqu'on a un cadre de référence, peuvent être travaillées, et la reconnaissance du temps de formation qui est finalement en dehors de l'activité qui est vécue avec les élèves, parce que l'enseignant passe quand même du temps en complément. Alors, la participation même d'une activité avec ses élèves va contribuer finalement au leadership pédagogique, au développement professionnel de l'enseignant. Le deuxième dispositif de co-formation dont je souhaite vous présenter, ça s'appelle donc les communautés de pratique. Je vous avais dit que je présenterais une petite définition. Donc, c'est celle de Wegner, là, qui est assez commune au niveau des communautés de pratique. Là, je ne sais pas si vous la connaissez. Donc, c'est la participation qui va permettre d'établir, qui va être basée sur en fait un climat de confiance, qui permet d'établir des discussions avec 3 dimensions principales. Donc, un engagement des membres entre eux, donc autour de l'objet et de la modalité. Une entreprise commune. Alors, est-ce que ça va être une entreprise qui va être liée au partage, qui va être liée à une élaboration, donc, mais on va travailler de manière commune. Et finalement, la production d'un répertoire. Le répertoire peut être juste oral, donc ça peut être juste au niveau du partage, mais ça peut être vraiment des artefacts spécifiques qui sont construits. Donc, dans le cadre des communautés de pratique, ce sont vraiment des activités où est-ce que les élèves ne sont pas concernés, mais c'est seulement l'enseignant qui va participer à l'activité. Je vous montre dans la diapositive suivante un peu la représentation là, de ce que les communautés de pratique, les COP, donc, peuvent voir dans le travail en réseau et les retombées. Alors, on parle, c'est quand même pas beaucoup, là, 345 enseignants donc, qui ont participé. Alors, c'est vraiment pas énorme compte tenu du grand nombre d'activités, mais c'est déjà, pour ces 345-là, une personne significative. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a élaboré dans École en réseau aussi des communautés de pratique pour les professionnels des services complémentaires. Donc, on va penser à des conseillers d'orientation qui peuvent être dans les milieux scolaires, des psychologues, des bibliothécaires, des techniciens d'éducation spécialisés. Et donc, on a élaboré en fait des communautés de pratique pour ces professionnels-là, une par type de professionnel. Et je vous ramène à la géolocalisation dans les centres de services scolaires. Eh bien, des conseillers d'orientation, il ne peut en avoir qu'un seul dans certains centres de services scolaires. Dans d'autres, il va en avoir 10. Ils vont être capables de travailler en collaboration. Mais si on est dans un petit centre de services scolaires qui n'a qu'un seul conseiller d'orientation, bien, il se sent isolé, lui, dans son travail. Donc, en se regroupant à l'intérieur d'une communauté de pratique, il va aussi bénéficier de cette mise en réseau-là. Au niveau des retombées perçues, et là, vous allez constater qu'il y a une similitude avec les activités interclasses. Donc, encore le collaborer, communiquer qui revient.
Mais ici, on a beaucoup le numérique pour apprendre et l'innovation au niveau des enseignants qui participent à des communautés de pratique. Alors que pour les conseillers pédagogiques, la réponse aux besoins diversifiés, l'innovation et la production de contenu. Donc, en lien avec les dimensions du cadre de référence de la compétence numérique au Québec. Donc, beaucoup de similitudes et vous voyez que collaborer, communiquer, finalement, revient là, dans chacune des blocs. Je vais passer rapidement. Ici, voilà. Là, je ne veux pas vous faire peur avec cette diapo-là. Je vais juste vous montrer la variété de thématiques au niveau des communautés de pratique qui ont été faites et la spécificité aussi. Une communauté de pratique sur la thématique des dinosaures au préscolaire. Donc, vraiment très, très niché comme activité. Je vais vous la détailler un petit peu plus. L'électricité pour le 3e cycle, donc qui va correspondre à 5e et 6e année du primaire, donc à peu près 10-12 ans. Enseigner dehors, 3, parce que nous, ça devient très populaire, l'enseignement extérieur, mais on est dans un contexte climatique qui est quelque peu différent quand même. Enseigner dehors à moins 30, c'est pas la même chose. Donc, 3 communautés de pratique, une par saison, parce que les saisons sont très importantes au Québec. Communauté de pratique, vous connaissez peut-être Frida Kahlo, qui est une artiste peintre argentine. Donc, une communauté de pratique sur cette thématique-là aussi au niveau artistique. Alors, vous voyez le contexte, la variété de ces communautés de pratique. Au secondaire, donc les élèves de 12 à 16 ans, l'électricité en 4e secondaire, donc spécifiquement là-dessus. Donc, les objets, en fait, d'apprentissage des communautés de pratique, les objets, pas d'apprentissage, mais plus de discussion, sont vraiment très spécifiques aux besoins des enseignants, aux besoins des personnes qui vont participer à ces activités-là. Je vais vous parler plus spécifiquement puis pour vous démontrer à quel point le leadership pédagogique d'enseignants a été mobilisant dans les communautés de pratique. Donc, je vous parle de Patricia. Je vous ai dit que je vous amènerais à cette île. Donc, Patricia qui est enseignante en maternelle, dans maternelle 5 ans. Dans son école, elle est toute seule. Donc, c'est la seule classe de maternelle. Et elle a un thème vraiment favori qui est la thématique des dinosaures parce que les enfants, année après année, adorent cette thématique-là. Et ce qu'elle souhaitait, c'est partager avec d'autres enseignants de maternelle et développer des activités autour de cette thématique-là pour la vivre avec ses élèves. Parce que ça faisait plusieurs années, puis elle trouvait qu'elle commençait à manquer d'idées. Donc, Patricia m'envoie un message, un courriel. Elle dit, Sophie, est-ce qu'on pourrait mettre en place une communauté de pratique sur cette thématique-là? J'aurais le goût de me réseauter avec d'autres personnes. Alors, allons-y. On a travaillé donc de janvier à mars, c'est 3 mois. On a fait seulement 4 rencontres, mais 4 rencontres très productives, 4 rencontres d'1 heure, à distance toujours, avec des enseignants d'un peu partout au Québec. On avait 10 enseignants qui étaient enseignants maternels, qui voulaient travailler cette thématique-là. Et ils ont développé chacune des activités qui se sont partagées. Au mois d'avril, les enseignantes ont vécu ces activités-là avec leurs élèves, mais en interclasse. Donc, ils se sont fait 3 rencontres en visioconférence et on a même eu un garde d'un parc national qui travaille sur les fossiles, qui est venu présenter aux élèves, encore à distance, des petits maternels, comment ça se créait finalement un fossile, donc pour parler de la thématique des dinosaures. Tout ça est parti de l'idée de Patricia, qui est à cette île, et qui a grandement accepté. Puis dans si vous voulez voir un petit peu là, des exemples sur le Padlet, qui est encore actif, vous allez pouvoir cliquer puis aller voir des exemples de ce que les classes ont produit. Un autre exemple donc d'une communauté de pratique, c'est Annie, qui est à Laval. Laval, c'est une grande ville, en fait, qui est la 2e plus grande ville au Québec, là, en termes populationnels, je pense, ou en tout cas à peu près, qui est juste à côté de Montréal, donc à 5 km à peine. Donc, Annie, elle est enseignante en 2e année et ils sont 4 classes de 2e année dans son école. Donc, on pourrait dire, ben, pourquoi elle se sentait isolée? En fait, Annie travaille, je vous ai parlé tout à l'heure de Notebook, qui est une application donc, de Smart, qui peut vraiment faire des fichiers interactifs très intéressants. Annie adore travailler avec ça, mais ses collègues, non. Donc, elle se sentait seule dans son utilisation de Notebook en classe. Donc, elle m'écrit un courriel à la suite d'une présentation, justement, de Caroline et me dit « J'aimerais ça qu'on démarre une communauté de pratique pour créer des lectures interactives pour les élèves de 2e année
avec Smart Notebook. Donc, je veux dire, ça ne peut pas être plus spécifique que ça. Donc, oui, pourquoi pas, on y va. Alors, on a fait, vous voyez, là, trois rencontres simplement. Mais comme on était beaucoup de monde, il y avait une vingtaine d'enseignants de deuxième année qui ont répondu à l'appel au Québec. Et on a formé des sous-groupes. Donc, chacun des sous-groupes élaborait une lecture interactive qu'on a ensuite partagée finalement à tout le monde et qu'on a même partagé, on voulait être en Creative Commons, donc on a même partagé et ils sont accessibles si vous voulez y accéder sur le site d'École à réseau. Ils sont déjà accessibles, ces ressources-là. Si vous n'avez pas le lien, je ne l'ai peut-être pas, je l'inclurai, mais vous pouvez le faire. Donc, vous voyez que ça s'est décliné en fait de deux manières. Un travail en grand groupe, qui permettait une validation, mais un travail en sous-groupe aussi, et chaque sous-groupe était autonome. C'était vraiment une communauté pratique sur l'élaboration d'activités. Le dernier exemple, donc, c'est Pascal, qui est une enseignante de la région où est-ce que je viens, qui est enseignante en classe multi-âge. Donc, elle a 2 niveaux dans sa classe, des élèves de 3e et de 4e année dans la même classe. Elle est dans une petite école où il y a seulement 4 classes, en fait, maternelle, premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle. Donc, il y a 4 classes dans son école. Et elle adore les sciences, mais elle avait ce sentiment un peu d'incompétence face aux sciences. Donc, elle a souhaité faire une communauté de pratique sur l'enseignement, l'apprentissage, de la science et de la technologie au primaire. Donc, ici, on a fait 6 rencontres. Et le but, à ce moment-là, c'était plutôt un but de formation au niveau de la communauté de pratique. Donc, ils se sont associés avec une collaboratrice scientifique et 2 conseillères pédagogiques, l'une à Montréal et l'autre, je ne sais plus dans quelle région, qui ont participé. Et c'était vraiment pour outiller les enseignants à l'enseignement de la science au primaire. Puis, les rencontres, donc, les thématiques étaient déjà prédéfinies avec chacune des rencontres. Donc, je fais, parce que je vois quand même le temps filer, là, donc je vais passer rapidement. Globalement, les stratégies gagnantes, en tout cas de notre point de vue, lorsqu'on met en place des communautés de pratique en réseau, l'importance du recrutement, donc que ce soit bien défini à l'avance. À quoi je m'engage? Est-ce que je m'engage à produire un contenu ou est-ce que je m'engage à assister à des rencontres? Ce n'est pas le même niveau d'engagement. J'ai peut-être pas le goût, moi, comme enseignante, d'élaborer ou j'ai peut-être pas le goût de juste assister. J'aurais le goût de participer plus activement. L'importance d'avoir une personne qui va assurer une coordination. Donc, ce n'est pas obligé d'être une personne qui a nécessairement les compétences dans l'objet de l'activité, mais juste qu'il y ait la coordination, donc pour définir les rôles, le leadership, envoyer le courriel de rappel et tout ça, juste que ce soit une personne. Dans le contexte, vous voyez, le premier exemple que je vous ai donné, Patricia, c'est moi qui le faisais parce que Patricia, elle ne se sentait pas à l'aise. Mais dans les 2 autres cas, c'était les enseignantes elles-mêmes qui assuraient ce leadership donc de coordination. Puis aussi une personne au niveau de l'animation des rencontres, qui peut être différente de la personne qui coordonne. Parce que souvent, la personne qui va assurer l'animation, c'est la personne qui va avoir peut-être un petit peu plus de compétences avec l'objet de la communauté de pratique, parce que ça va être facile pour les relances et les questions. Alors, Sarah-Lène, il ne nous restera pas beaucoup de temps, mais quand même. Donc, j'ai souhaité en fait répondre à peut-être ces 2, surtout la première, comment le leadership pédagogique d'enseignants et de conseillers est-il mis à profit dans des activités interclasses et des communautés de pratique en réseau. En fait, moi, je pense qu'il y a 3 facteurs clés. C'est vraiment que ça réponde aux besoins spécifiques des personnes. Donc, quand on veut qu'il y ait un leadership pédagogique, il faut que ça réponde, il faut que ça fasse sens pour les personnes qui sont en apprentissage, les personnes adultes. Il faut aussi offrir cet espace-là, donc l'espace, que je parle pas nécessairement d'espace physique, mais ce lieu quand même commun et ce temps-là. Donc, on a le goût de prendre le temps dans notre tâche, que ça puisse être profitable pour nous. Puis la confiance entre les personnes, donc de faire confiance. On parlait tantôt de l'institution, que l'institution nous fasse confiance aussi et voit cette plus-value dans le leadership. Puis, peut-être que chez vous, ça pourrait se concrétiser. Je ne sais pas, peut-être que ça pourrait vous inspirer de quelconque manière. Alors, ça va me faire plaisir d'échanger avec vous si vous le souhaitez. Voilà, ça conclut ma présentation. C'est la 2e conférence à laquelle j'assiste de Canadiens, Québécois qui viennent ici parler pédagogie. Je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes entre
les territoires, vos territoires et les territoires polynésiens. J'avais assisté à une conférence de Loïc Loïc Pulido, oui, oui. Qui parlait de langues autochtones et de français. Enfin, oui. Et il y a beaucoup de similitudes, c'est assez incroyable parce que c'est très isolé et en fait on retrouve les mêmes difficultés à l'échelle de la Polynésie et la mise en réseau. Ben, en fait, c'est un peu l'objet aussi pourquoi je suis venue, parce que Patrick Giroux, qui avait présenté l'année dernière, avec qui j'ai travaillé, Patrick, quand j'ai travaillé avec lui, il dit « Tu devrais aller à l'Udovia PF parce que les contextes est similaire en termes de géographie, oui, même si c'est pas le même climat, mais ce sentiment quand même d'isolement, il est vrai pour plusieurs, ouais. Et 15 enseignants, tu disais, là, qui pouvaient s'occuper d'activités, c'est pas beaucoup par rapport à la grandeur et au nombre d'écoles. Donc, c'est un projet qui est vraiment très étendu, ou alors le côté négatif, ce serait quoi? Ben, en fait, ça, c'est un côté, il y en a deux, un côté négatif. C'est que l'École en réseau a longtemps eu cette réputation d'être uniquement pour les petits milieux scolaires. Donc, même lorsqu'on arrive dans des grands milieux, ben, ils ne le connaissent pas. Et quand ils se mettent à le connaître, ben, ça les interpelle. Mais le pendant à ça, c'est que des fois, on a un nombre incroyable. Je pense à une activité, en tout cas, sur l'enseignement extérieur. Ma collègue qui est enseignante, elle a eu 80 classes qui se sont inscrites. Mais elle souhaitait avoir juste 10 classes qui participaient à l'activité. L'intérêt. Donc, là, ça, c'est pour nous un enjeu en ce moment d'intérêt des enseignants de participer aux activités qui est en croissance. Donc, comment on va le résoudre? Je n'ai pas de solution. Non, ce n'est pas beaucoup, mais on a l'idée, puis je pense que c'est issu aussi du travail avec la recherche, on a l'idée que ça va rejoindre les personnes qu'on va être en mesure de rejoindre. Donc, tu sais, il n'y a pas d'obligation, c'est vraiment en liberté, puis on va offrir le mieux qu'on peut faire. Ouais, mais c'est un enjeu. Oui. Si on veut vous rejoindre, oui, plus, donc c'est possible. Oui, tout à fait, oui. Absolument. Puis, j'ai mon courriel au début de la présentation, quand même. Et puis, je pense que c'est le moyen le plus simple, mais je suis là encore pour les prochains jours. Mais sinon, les autres, oui, c'est ça, sur le site Internet d'École en réseau, vous allez voir mon visage apparaître à quelque part. Oui, tout à fait. Directement par mail. Exactement, oui. On peut voir peut-être pour les séquences d'activités. Oui, sur le site. Tout à fait. Faire des interventions un peu. Absolument. Sur oui. Ici, comment on est là-bas et échanger nos. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Exactement. Oui. Okay. Merci à vous. Merci.